bonjour à tous. Oui, je suis François Bernard Huyck, donc j'ai mis Est-ce que vous m'entendez là? Voilà. Je suis François Bernard Huyck, j'ai mis là le site et le compte Twitter et cet ouvrage sur la désinformation. Alors cet ouvrage sur la désinformation, il est de 2016, mais il date de 2 points de vue. Premièrement, c'est plus mon dernier ouvrage puisque depuis la semaine dernière, j'en ai sorti un sur la communication de Daesh. Et deuxièmement, il est terriblement menacé par une actualité très changeante qui se traduit notamment parce que le succès d'un mot qui a été décrété mot de l'année par le Oxford Dictionary, qui est le terme de post-vérité. Alors la post-vérité provoque une sorte de panique médiatique qui se traduit par exemple par cette couverture du Spiegel, Das Ende der Welt, la fin du monde tel que nous le connaissons, où on explique que, au fond, la capacité de Trump, sa capacité démagogique de tromper le peuple et de présenter ce qu'il appelle des faits alternatifs, menace les statuts mêmes de notre société. Et le Time, en écho, se demande, après avoir fait un numéro sur la mort de Dieu, si la vérité est en train de mourir. Ce qui voudrait dire à la fois qu'il y a une extraordinaire capacité à produire des faits faux, des fake news, ou des interprétations délirantes de type complotiste. Je fais une petite parenthèse, le complotisme n'est pas forcément un mensonge. Je veux dire, il est une interprétation délirante à partir d'un scepticisme qui peut être tout à fait honorable au début. Et ce que je reprocherais au complotisme, c'est de prêter trop de pouvoir à la volonté humaine et à la rationalité humaine, et de croire, par exemple, qu'un groupe comme un service secret peut manier tous les médias, manipuler les faits, etc., sans se faire prendre. Mais on reviendra là-dessus. Donc, panique face à cette production massive de faux, mais surtout panique face à l'adhésion des masses, à ce que certains appellent leur indifférence aux faits, leur volonté de choisir une version de la réalité qui serait conforme à leur passion, à leurs craintes ou à leurs expériences. En somme, le peuple se foutrait de la vérité. C'est à peu près la thèse de la post-vérité qu'on va examiner, bien entendu. Mais je voudrais d'abord... Alors, donc, il y a cet effet d'inquiétude qui se traduit par ce genre de production médiatique, par la création massive de structures de fact-checking, de vérification, de pointage des sites mensongers, et même la production par les grands de la Silicon Valley de toutes sortes de dispositifs, on va dire informatiques, logiciels, pour éliminer le faux du net, ce qui, entre parenthèses, est un renversement assez intéressant par rapport à ce qui se passait au moment du printemps arabe. Et on voit les mêmes qui se félicitaient à l'époque que les réseaux sociaux fussent incontrôlables, que chacun puisse s'y exprimer, etc., qui sont en train de réclamer, sinon des propositions de loi pour réprimer les fausses nouvelles sur le net. Il y en a une qui sera discutée la prochaine session parlementaire, au moins des dispositifs de contrôle. Alors, il y a des questions de vocabulaire, et comme par hasard, tous ces termes sont des néologismes anglais. Je vais essayer de vous les... alors, donc, tous ces termes sont apparus très brièvement. Il y en a 3 qui ont vraiment, comment dirais-je, ébranlé le système de confiance, qui sont le fake, les fake news. En français, ça serait simplement de fausses nouvelles. Fausses nouvelles, ça veut dire un mensonge
délibérée. Alors c'est quoi un mensonge? C'est quand, comme disait saint Augustin, vous avez une chose dans l'esprit et une autre dans la bouche, c'est-à-dire quand vous énoncez délibérément une nouvelle ou un événement que vous croyez ou savez fausse. Donc les fakes se répandraient sur les réseaux sociaux. C'est exact, mais on va voir plus tard. Par ailleurs, il y a le phénomène, le rôle politique de plus en plus important qu'a pris le hacking, c'est-à-dire le piratage informatique, et qui s'est traduit par le fait que des pirates, on va dire, de l'Est de l'Europe, certains ont dit payés par Poutine ou commandés par Poutine, sont intervenus dans la campagne américaine, en particulier pour révéler des mails confidentiels du Parti démocrate américain, du responsable de la campagne Podesta, mails qui révélaient ce qu'on peut appeler des scandales, c'est-à-dire des collusions entre Hillary Clinton et des journalistes qui posaient des questions préconvenues ou avec des lobbyistes. Alors, on peut être pour ou contre, mais le hacking, et peut-être, c'est le fait de pénétrer les secrets de l'autre par des moyens informatiques pour aller dans sa mémoire et s'emparer, par exemple, de ses correspondances secrètes ou de ses plans qu'il tente de dissimuler au public. Ça peut se faire pour des raisons d'espionnage industriel, ça peut se faire pour des raisons politiques. Et enfin, le troisième élément qui a beaucoup bouleversé le système, je suis désolé, il n'y a que des anglicismes pour dire ça, c'est pas par hasard, c'est le leak, c'est-à-dire la fuite, le fait que dans de nombreuses organisations, des individus vont publier par, on va dire, scrupule moral, amour de la transparence, des informations qu'ils devraient garder secrètes et que parfois ils ont juré de garder secrètes. Exemple, le soldat Manning publiant via Wikileaks des milliers de documents diplomatiques américains confidentiels, dont par exemple la fameuse vidéo de bavure où des avions américains abattent par erreur des journalistes. Ça a été évidemment les fuites de Snowden qui a révélé l'ampleur de l'espionnage pratiqué par la National Security Agency. 10 milliards de dollars de budget par an, hein, quand même, voilà. Révélation qui continue. On a appris il y a quelques semaines le projet Vault 7 qui montre tous les procédés employés, cette fois non pas par la NSA mais par le FBI, pour piéger des téléphones, piéger des télévisions, piéger les réseaux Wi-Fi dans les avions, etc. Le tout maintenant dans une certaine indifférence. Bon, troisième exemple, c'est Julian Assange, qui a organisé Wikileaks, une ONG dont la fonction est de recueillir des informations authentiques de lanceurs d'alerte et de les mettre à la disposition du public. Il est assiégé depuis 5 ans dans l'ambassade d'Équateur à Londres. Ça veut dire que depuis 5 ans, il n'a pas marché sous un arbre, hein, ou respiré une fleur. Voilà. Donc, des effets qui, portant autour de la révélation de la vérité, ou de la vérité supposée, ou des secrets supposés, qui produisent un effet de panique auquel on répondra d'ailleurs avec 2 anglicismes qui sont le fact-checking, la vérification des faits, et évidemment l'accusation de conspiration, conspiracy. Alors, mais je voudrais situer ça un peu historiquement, assez rapidement, par rapport évidemment aux grands conflits politiques, géopolitiques et idéologiques, mais surtout par rapport à la technologie. Après tout, je suis médiologue. Alors, le mensonge, c'est aussi vieux que l'humanité. Hein. Le philosophe Popper disait que l'homme est le singe menteur et la capacité de raconter des choses imaginaires ou non vraies font probablement une des raisons de notre succès dans l'évolution par rapport aux autres espèces. Mais le mot désinformation, très curieusement, alors on ment depuis toujours, il y a des démagogues depuis toujours, les gens croient des histoires fausses depuis toujours. Je veux dire, il y a des milliers de gens qui croyaient que les sorcières volaient sur des balais, qui étaient persuadés d'en avoir vu. Mais le mot désinformation a une date d'apparition certaine, 1953, dans un dictionnaire soviétique. Et pendant une première période, désinformation, disinformatia,
est lié à un phénomène de guerre froide, et c'est un rapport Est-Ouest qui est un rapport asymétrique. Pourquoi? Je ne suis pas en train de vous dire que les communistes sont toujours menteurs et que les capitalistes disent toujours la vérité, bien entendu. Je suis en train de vous dire qu'à cette époque, l'Ouest n'aurait pas pu désinformer l'Est, puisque à Moscou, on contrôlait la Pravda et les Izvestia, et on pouvait raconter ce qu'on voulait, ce qui était publié était contrôlé. En revanche, les services soviétiques, la Dzerzhinsky, division B, pouvaient faire pénétrer dans le système médiatique occidental, comme provenant apparemment de sources neutres, voire capitalistes, entre guillemets, des informations, des faits faux fabriqués avec des mises en scène pour déstabiliser le système occidental, donc de faux documents, fausses lettres de Reagan, faux reportages sur un laboratoire de l'SCIA où on aurait fabriqué le virus du sida, etc., etc. Le cas le plus incroyable, le plus absolu de désinformation étant l'affaire de Katyn. Je vais essayer de vous la résumer de façon très simple. Pendant la Seconde Guerre mondiale, vous vous souvenez qu'au début de la guerre, Staline et Hitler sont alliés pour envahir la Pologne avant que Hitler se retourne contre l'URSS. Et donc les deux armées, l'armée rouge et la Wehrmacht, occupent chacune une partie de la Pologne. Et on découvrira pendant la guerre des charniers où reposent des milliers d'officiers, d'intellectuels, d'universitaires, d'administrateurs polonais. Mais des charniers, quoi. Les cadavres sont enterrés, tous les gens ont une balle dans la nuque. C'est une exécution de masse destinée, ce qu'on appellera un massacre de classe, visiblement destiné à décapiter les élites polonaises au profit d'un occupant. Or là, on a deux suspects. Et pendant le procès de Nuremberg, le procureur soviétique accusera les Allemands d'avoir pratiqué ce massacre à l'époque où ils contrôlaient cette zone, et on apportera donc des tas de preuves entre guillemets comme des documents, c'est assez écœurant, hein, je l'ai vu, tournés dans les fosses où des types en blouse blanche sortent les balles de la nuque et disent, vous voyez, ce sont des balles allemandes, donc c'est la Wehrmacht qui a commis ce crime et qui a essayé de faire accuser l'armée rouge. Et on croit ça pendant longtemps. Moi, quand j'étais gosse, il y avait, comment ça s'appelait, les machins de l'histoire de Decaux, la thèse prédominante, c'est que c'était un crime de la Wehrmacht. Or, avec la perestroïka et puis après avec la chute de l'URSS, on va avoir accès aux documents soviétiques et on aura un truc extraordinaire en matière de désinformation, sont les aveux de Gorbatchev. Gorbatchev dira non, ce ne sont pas les nazis qui ont commis beaucoup de crimes qui ont fait celui-là, c'est nous, c'est l'armée rouge, et on aura les documents. On peut les consulter à Moscou. Donc là, on a un cas pur, chimiquement pur de désinformation. On commet, en l'occurrence, un crime de guerre indiscutable, et on en fait accuser son adversaire. Alors ça, c'est une configuration de guerre froide, ce qui fait que pendant la guerre froide, curieusement, la dénonciation de la désinformation, comme celle de la subversion, est plutôt connotée de droite, ou en tout cas de milieux anticommunistes, dont la thèse est les soviétiques s'infiltrent dans la presse à travers leurs agents d'influence, Prinani Agent, et comment dirais-je, ils répandent des faux pour déstabiliser nos démocraties. C'est à peu près le discours Vladimir Volkov, par exemple, et des gens comme ça. Ok, c'est un coup des méchants communistes. Oui, mais qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus de méchants communistes?
eh bien, la désinformation ne disparaît pas, ni les trucages, et on va voir que l'Ouest est parfaitement débarrassé de son ennemi soviétique, est parfaitement capable de la fabriquer. Alors, la désinformation, c'est fabriquer de faux événements avec de faux documents, des faux reportages, des photos truquées, des faux témoignages, etc. En général, pour accuser un adversaire, pour criminaliser un adversaire et l'accuser d'un crime qu'il n'a pas commis. Je dis d'un crime qu'il n'a pas commis car ses adversaires peuvent être fort antipathiques et commettre de vrais crimes. Je vous donne 3 exemples de la période post-soviétique qui sont hyper connus. Alors de gauche à droite, au moment de la chute du dictateur Ceausescu en Roumanie, il y a une vraie révolte populaire tout à fait authentique contre Ceausescu, et les télés du monde entier diffusent des images de cadavres horriblement mutilés, torturés, qui auraient été tués par la police de Ceausescu, la redoutable Seguridad. Alors, je ne doute pas, j'ai des tas de copains roumains, je ne doute pas que la Seguridad ait été une des pires bandes de salauds de l'histoire ou qui n'ait commis des crimes, mais celui-là, il ne l'avait pas commis. Car on découvrira quelques jours après que les, on donnait le chiffre exact, 2343 cadavres torturés, dont une mère avec son enfant, etc., avaient simplement été pris à la morgue de Timișoara, deuxième ville de Roumanie, je crois, et disposés devant pour que les télés occidentales puissent filmer ces cadavres. Donc on ajoutait des crimes imaginaires pour faciliter la chute de Ceausescu, dont qui avait commis des crimes réels. Deuxième, on va les faire dans l'ordre chronologique, tout à fait à droite, au moment de la guerre de Yougoslavie, on va produire, quand il y a le thème Milosevic et les Serbes veulent faire de l'épuration ethnique, ce sont en quelque sorte les nouveaux Hitler, on va produire cette image. Ça sera produit par le Spiegel d'abord, cette image d'un prisonnier qu'on dit bosniaque des Serbes, et vraiment on a l'impression que c'est un camp de concentration et que les gens vont mourir de faim ou être assassinés. Par la suite, il se révélera que le type n'est pas bosniaque, il est serbe, il n'est pas en train de mourir de faim, il a le typhus, et il n'est pas enfermé derrière des barbelés, il est au dehors de barbelés qui entourent une sorte de cabine de jardinier. Cette photo a été... alors, chaque fois, il y a quelqu'un qui a produit la désinformation. On ne va pas faire du complotisme et imaginer les services secrets partout. Pour Timișoara, on ne saura jamais qui exactement. Dans le cas de la photo du pseudo-camp de concentration serbe, une fois encore, je ne vais pas le répéter chaque fois, quand je dis ça, ça ne veut pas dire que j'ai de la sympathie pour Milosevic ou qu'il n'y ait pas eu de crime serbe pendant la guerre, on est bien d'accord. Ça, on sait le nom de l'agence qui a monté ça. Troisième exemple, pendant la première guerre du Golfe, sont les fameuses couveuses de Kuwait City. Je vous rappelle les faits. Saddam, première guerre du Golfe, en 90, envahit le Koweït. On dit qu'il va envahir l'Arabie saoudite et que ses tanks sont massés contre la frontière. Bizarrement, les satellites français ne voient pas les tanks, mais les satellites américains disent qu'il y en a, passons. Et donc, devant la Communauté des droits de l'homme des Nations Unies, va y avoir le récit de cette petite jeune fille. Elle est vraiment sympathique, je veux dire, elle est jolie, elle a l'air, vraiment, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Elle s'appelle Naïria, et elle raconte avec des sanglots dans la voix comment les soldats de Saddam Hussein sont rentrés à l'hôpital de Kuwait City, et juste pour rigoler, ont débranché les couveuses où il y avait des bébés prématurés. Ils ont rigolé en regardant agoniser les bébés. Pas de chance, elle n'était pas à Kuwait City, c'est la fille de l'ambassadeur au Koweït, et c'est l'agence Random Group qui a organisé cette petite scène de théâtre qui a considérablement contribué à l'intervention des puissances internationales contre Saddam, dont, troisième version, je n'approuve pas les crimes, je ne nie pas qu'il ait commis des réels crimes, etc. Donc voilà, on voit une technique qui se développe. On verra la même chose pendant la Seconde Guerre du Golfe,
À l'époque, on avait créé avec quelques copains un site qui s'appelait vigirac.com où on suivait assez en direct la fabrication du mythe des armes de destruction massive qu'aurait gardé Saddam, de ses laboratoires mobiles, etc. Bon, je vais pas développer ça. Si ça vous intéresse, on peut en parler pendant la question. J'ai bossé plusieurs mois là-dessus. Donc on voit, la désinformation va devenir une technique d'État, enfin c'était déjà une technique d'État du temps du KGB, ou confiée, sous-traitée en quelque sorte à des agences, Lincoln Group, Random Group, etc., et qui consiste à produire généralement des crimes imaginaires ou des projets criminels imaginaires, des dictateurs qu'on veut abattre, ou en tout cas des ennemis contre lesquels on va mener des interventions dites humanitaires occidentales. Alors, au cas où quelqu'un penserait que je suis moi-même un conspirationniste obsédé par les Illuminati ou les Raéliens, je parle de faits qui sont documentés, assurés et reconnus par ceux qui les ont faits. Hein, l'agence Randon ne nie pas qu'elle ait fait venir la petite Naïria. Personne aux États-Unis ne croit que Saddam Hussein dissimulait des armes de destruction massive dans des camions mobiles, etc. Cette action est accompagnée d'ailleurs de, tiens, encore un concept en anglo-saxon, de storytelling, c'est-à-dire la construction de belles histoires destinées à rendre la guerre plus sexy. Vous voyez, c'est lié à la guerre. Hein. Un exemple de belle histoire, c'est la petite Jessica Lynch, qui était une soldate américaine qui, pendant la Seconde Guerre du Golfe, elle est prise par les Irakiens et vous vous en souvenez peut-être, les télés du monde entier montrent sa libération. Il y a des hélicoptères avec des Rambo qui courent partout avec leur maquillage de guerre et leurs fusils à visée laser ou je sais pas quoi. On libère Jessica, elle a été torturée, est-ce qu'elle a été violée, elle va écrire un livre de mémoire, etc. Alors là, ils n'ont pas eu de chance parce que Jessica est vraiment une brave fille, c'est-à-dire qu'elle a dit la vérité. Elle a dit non, j'ai pas été torturé, j'ai pas été violé, au contraire j'étais entouré par des médecins, on avait eu un accident de camion, ce sont des médecins irakiens qui nous ont recueillis, ils étaient très embêtés d'avoir des Américains, ils n'avaient qu'une idée, c'est de nous livrer aux troupes américaines pour qu'on soit mieux soignés. Voilà, donc personne ne nous retenait prisonniers, etc. Donc voilà, on voit la construction d'une falsification, on va dire pour faire simple, dans les décennies 90. Il y a des agences qui font de fausses histoires. La même chose se produit d'ailleurs en économie avec de la déstabilisation sur des accidents industriels imaginaires, des produits qui seraient dangereux, etc. Tout ça est fait par des professionnels des officines. Et une fois encore, on peut donner les noms et les adresses, hein, ce n'est pas de l'interprétation. On peut donner les noms et les adresses, pourquoi ? Parce que tout ça se fait par contrat. Il y a des contrats avec Random Group et qu'il y a des sites américains comme peer.org qui publient ces contrats et donnent d'ailleurs la liste des lobbyistes par qui ils sont engagés, etc., ce qui est une obligation légale. Alors, maintenant, cette question de la crainte du faux a pris une dimension totalement démente. Alors, dans le monde de l'économie en particulier, où de plus en plus d'entreprises sont obsédées par l'idée qu'un concurrent, employant ces fameuses officines, je prononce ce terme-là, ne puisse les dézinguer sur les réseaux sociaux, répandre des bruits sur leurs produits dangereux, attenter à leur réputation. Hein, donc les community managers des grandes boîtes sont dans un état de panique sur une rumeur Facebook, un tweet ravageur qui pourrait les déstabiliser leur entreprise. Ça les préoccupe beaucoup. Heureusement pour moi, ça me permet de leur faire des conférences. Bien. La falsification a pris une dimension intéressante. Non seulement avec Photoshop ou n'importe quoi, vous pouvez fabriquer très facilement
un faux document, hein, si ça vous amuse, j'en ai des tas, mais qui sont des montages photos, quoi, voilà, tout simplement, où vous pouvez faire un faux communiqué. Ça peut être dans un but purement criminel et intéressé. Exemple, l'autre jour, l'action Vinci a dézingué pendant une journée à la suite de la production d'un faux communiqué. Et ceux qui ont fait ça ont été très ingénieux parce que, premièrement, ils ont fait un faux communiqué dont on a découvert quelques heures après qu'il y avait des petits détails qui ne collaient pas. Tout le monde y a cru sans vérifier. L'action a chuté et ils ont été très ingénieux parce qu'ils se sont auto-dénoncés. C'est-à-dire, quelques heures après, ils ont dit non, non, c'était un faux communiqué. Pourquoi? Pour avoir la maîtrise du moment où les marchés allaient remonter rassurés. Donc, alors, là, je fais de l'interprétation, mais il est probable que quelqu'un d'ingénieux, avec un ordinateur, s'est fait quelques millions de dollars ou d'euros dans la journée, qui sont maintenant aux îles Caïmans. Enfin, sans être parano, je ne vois pas d'autres explications. Bon, ça, c'est une action, on va dire, délinquance économique pure. Alors, on peut faire plus fort. Faire un faux, c'est quoi? C'est raconter de faux événements avec de faux documents, d'accord? On peut leur donner un faux contexte. On peut tricher sur l'énoncé, les sémiologues, sur l'énonciation, qui a dit quoi quand maintenant. On peut prendre une photo prise au Liban il y a 3 ans et dire ça s'est passé à Alep ou à Mossoul hier, regardez les victimes. Hein, ça, je peux citer des exemples. Mais on peut faire encore plus fort, parce que si vous faites de la falsification, c'est pour convaincre l'opinion. Mais ça serait encore mieux si on pouvait produire l'opinion directement, non? Donc ça se fait. Ça se fait. Ça s'appelle l'astroturfing. Alors astroturfing, c'est une astuce. Je suis désolé, j'emploie des mots anglais, mais c'est parce que tous ces concepts viennent des États-Unis. L'astroturfing, c'est le nom d'un gazon artificiel sur les stades de foot américains. Métaphoriquement, ça veut dire des fausses informations qui viennent de la base, du peuple. C'est produire une fausse opinion populaire. Alors, comment on produit une fausse opinion populaire? Il y a 2 méthodes. Vous engagez des gens comme ça, des trolls, il y a des usines à clics, tac, 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 des gens qui toute la journée vont sur les réseaux sociaux pour soutenir une opinion favorable à telle entreprise, faire monter son nombre de followers, sa popularité, ou au contraire pour défendre une opinion politique. La Chine et la Russie font ça. Même l'Union européenne a essayé, mais ils n'ont pas très bien réussi. Ou alors, pourquoi payer des gens? Vous pourriez prendre des algorithmes qui font ça. Hein, donc il y a des bots, des robots qui créent des tas d'identités. Vous pouvez créer 500 comptes Twitter dans l'heure, hein, c'est très facile, et qui, suivant le cas, vont suivre quelqu'un dont on veut rendre la parole plus visible dans les moteurs de recherche, ou vont dézinguer des forums de discussion adverses en répandant des bruits, des insultes, etc. Un exemple très simple, j'ai fait un article là-dessus hier sur mon site. Vous savez qu'il y a une rivalité entre Paris et Los Angeles pour 2024. Des gens curieux et bien documentés ont trouvé quand même bizarre que sur les sites Twitter, sur les comptes Twitter et Facebook de Los Angeles, tout d'un coup, j'ai plus les chiffres en tête, il n'y a que 25% d'Américains et qu'il y ait des centaines de milliers de gens venant du Pakistan, du Népal et de je ne sais plus quel est le 3e pays. Alors j'ai été vérifier leurs sources, c'est effectivement très très curieux qu'une jeune demoiselle pakistanaise, qui a l'air plutôt sympa, hein, jolie et tout, dont l'unique passion jusque-là était des vidéos rigolotes, genre une course d'autruche qui ont l'air de danser ou des trucs comme ça, se passionne tout d'un coup pour la cause des Jeux Olympiques à Los Angeles en 2014. Je ne portais aucune accusation qui puisse m'entraîner devant les tribunaux, mais ça serait de l'achat de followers. Ok, donc on peut produire une fausse opinion, une fausse association de riverains, une fausse action écolo ou anti-écolo, etc. Bien. Alors la rançon de cette situation, des extraordinaires facilités de production de faux qu'offre le web, plus les extraordinaires capacités de distribution du faux. Je veux dire, avant, vous vouliez répandre une fausse nouvelle face à un adversaire, il fallait que vous achetiez un journal.
Hein, bon, comme dans Citizen Kane, je veux gagner les élections, je m'achète un immeuble avec des rotatives, des trucs. Maintenant, c'est devenu évidemment beaucoup plus simple et beaucoup plus économique à la portée de chacun. Et par ailleurs, évidemment, tout ça va circuler dans des circuits parallèles où le jeu n'est plus de distribuer des journaux ou d'avoir des antennes, mais on reviendra sur cette notion d'attirer l'attention, des liens, des approbations, des citations, des répétitions, des likes, des retweets, etc., de gens, si bien que chacun devient à son tour et généralement à son insu propagateur du faux sur un fond sur lequel on reviendra qui est de scepticisme global à l'égard de la parole officielle. Exemple, le mouvement de scepticisme à l'égard du réchauffement climatique, qui est pourtant une chose qui est soutenue par les plus grandes autorités scientifiques. Alors, on voit donc une floraison. Alors, il y a des choses qui tiennent du gag. Enfin, je veux dire, personne ne pense sérieusement que ce gars fait un selfie au moment où l'avion arrivait sur la tour le 11 septembre, ou personne ne pense vraiment que Ben Laden et Obama prenaient leurs vacances ensemble à Tahiti, je présume, accompagné d'un scepticisme de masse. Bon, je n'ai pas entendu la conférence précédente, mais je présume qu'on a dû parler des doutes sur le 11 septembre et de l'incroyable dispositif argumentaire qu'on a développé pour démontrer que les choses ne sont pas passées. Je me souviens, en 2001, je suis assez vieux quand même, je m'étais beaucoup engueulé avec, je ne sais pas si le nom vous dit quelque chose, Messan, qui était quelqu'un qui avait répandu l'idée que, par exemple, il n'y avait aucun avion qui s'était écrasé sur le Pentagone et que c'était un missile. Ce à quoi j'avais objecté que, c'est les hasards de la vie. J'avais un copain français qui devait prendre l'avion. Sa fille a été malade, il ne l'a pas pris. Donc je sais que cet avion existait. Donc qu'est devenu l'avion? On l'a mis sous la mer, les conspirateurs. Et deuxièmement, il se trouve que j'ai un autre copain qui travaille à la RAND, dont les bureaux donnent sur le Pentagone. Et lui, il m'a dit, j'ai vu arriver un avion. Donc j'avais tendance à croire que c'était un avion qui s'était écrasé sur le Pentagone, même si le trou n'avait pas l'air très gros. Ceux qui ont fait leur service militaire, c'est le principe de la grenade à pointe creuse, il y a un effet d'aspiration. Bon. Voilà, donc là, on rentre dans une période où des milliers de gens vont sur des sites, utilisent beaucoup d'heures de cerveau humain pour produire les arguments les plus ingénieux, pour vous dire que les choses qui vous semblent les plus évidentes ne le sont pas. Il n'y a pas eu d'avion sur le 11 septembre, ça s'est explosé de l'intérieur. Regardez la chute des matériaux, ça contrevient aux lois de la physique. Gna gna gna. Ou évidemment, ça peut être personne n'a jamais débarqué sur la Lune, cette photo est truquée, regardez, il n'y a pas de vent sur la Lune et pourtant le drapeau flotte. Vous savez quelle est la réponse? La NASA savait qu'il n'y avait pas de vent sur la Lune, donc ils avaient mis un petit machin en bois pour que leur drapeau se tienne droit. Voilà. À ceci, alors à cet effet de panique devant la prolifération des faux, des rumeurs, etc., à cet effet général de scepticisme, cet effet, ce que j'appelle l'effet la vérité est ailleurs, à l'égard de toute parole experte, gouvernementale, médiatique, etc., s'ajoute un problème qui est, je dirais, nous ne comprenons pas les raisons de tout cela. On a tendance à s'enfermer dans l'idée que nous, les élites, nous sommes dans la pensée critique et dans le cercle de la raison, alors que la plèbe croit n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et ça prend des proportions dramatiques dans la lutte contre le djihadisme, ce qu'on essaie de traiter comme une sorte d'épidémie mentale qui s'attraperait en regardant Internet. Bon, là, je viens de terminer une étude qui m'a amené avec des amis à lire plusieurs milliers de pages de littérature djihadiste et à voir plusieurs dizaines de vidéos en français et en anglais ou traduites. J'ai vu assez d'égorgements pour faire des cauchemars jusqu'à la fin de ma vie. On ne sait pas riposter à ça, ou on tient un discours d'autorité, de contre-vérité ou de contradiction qui est totalement inefficace, du genre
Think Again, Turn Away, Stop Djihadisme. Si vous allez là-bas, en Syrie, vous risquez d'être tué et de tuer des gens. Oui, mais pas de chance, ils vont là-bas pour mourir et pour tuer des gens. Donc on n'a pas compris qu'ils ont un autre logiciel. Je vais d'ailleurs en profiter pour passer une petite page de publicité sur mon bouquin d'analyse sur la propagande djihadiste, où on développe un peu cette incapacité des Occidentaux à mener un contre-discours autrement que en disant c'est pas vrai, c'est méchant. Ou en disant ils vous manipulent, revenez voir la vérité qu'on dit au JT ou dans les journaux, ou troisième méthode, meilleure mais encore peu efficace, ce n'est pas le véritable islam. Et nous, par exemple, moi Bernard Cazeneuve, dont je ne pense pas qu'il soit expert en théologie musulmane, nous savons bien que ça n'a rien à voir avec le véritable islam. Pas de chance, ces gens-là argumentent. Ils ont une méthodologie qu'ils appellent la méthodologie prophétique, et ils ne disent pas deux trucs sans citer 3 versets du Coran, 4 hadiths, etc. Que leur système soit délirant, j'en conviens. Si j'étais musulman, mes sympathies iraient aux Moutazilites du IXe siècle qui étaient ouverts à la culture grecque. Mais on est au XXIe siècle. Voilà. Et ces gens-là ont des moyens d'argumenter. S'ajoutera évidemment le fait que les attaques informationnelles peuvent être dirigées par des services d'État, et je dirais même dès qu'il y a un conflit, on sait qu'il va y avoir une attaque informationnelle, par exemple. Là, au moment où il y a eu l'interdiction des meetings pro-Erdogan en Autriche et en Allemagne, on voit aussitôt Twitter envahi de propos ici en turc. Et je veux dire, il y a, sans être particulièrement paranoïaque ou sans avoir les cellules grises d'Hercule Poirot, vous pouvez remarquer que c'est censé venir du ministère de Bercy, et qu'il y a peu de chances que ce soit le ministère de Bercy qui ait fait ce tweet en turc. Bien. Autre question qui va s'ajouter, c'est évidemment, toujours dans cet effet panique des puissances occidentales, l'efficacité invraisemblable qu'on attribue à la propagande russe, en particulier à travers ces médias en ligne multilingues, Russia Today, Radio Sputnik, etc. Alors je ne nie pas du tout que Radio Sputnik et Russia Today ne soient payés par le Kremlin et n'obéissent au Kremlin et ne soutiennent que des thèses pro-poutiniennes, c'est tout à fait évident, mais attribuer à une sorte de conspiration russe reprenant des méthodes soviétiques la capacité de changer les élections américaines et maintenant, comme le disent certains, surtout du côté de Macron, les élections françaises, c'est grotesque, pardonnez-moi, c'est grotesque. C'est prendre le problème totalement à l'inverse. Pourquoi est-ce que ces thèses ont une certaine crédibilité? Pourquoi je ne sais pas combien de mes étudiants qui pensent que les médias disent tous la même chose vont sur Radio Sputnik? Pourquoi? Enfin bon, on en discutera, mais il y a un problème de scepticisme de masse à l'égard des médias, disons du cercle de la raison, quoi, globalement pro-européens, pro-occidentaux, anti-russes, etc., qui attire une partie de la population. Alors on va faire une comparaison, si vous voulez. D'abord, ce ne sont pas les Russes qui ont inventé ça. Ça a un nom, ça s'appelle la diplomatie publique, public diplomacy, et c'était une méthode qui a été inventée par les États-Unis pendant la guerre froide, au moment où ils ont créé des médias comme Voice of America, Radio Free Europe, qui étaient collés contre le mur. Alors à l'époque, c'est de la radio, évidemment, ce n'est pas Internet, et qui émettaient en russe, en tchèque, en allemand, etc., des bulletins d'information, on va dire, anti-soviétiques et donnant une bonne image de l'Occident. Ça avait été théorisé dans les années 60 comme la diplomatie publique. Or,
effectivement, Voice of America, Radio Free Europe avait un notable succès auprès de populations dissidentes ou susceptibles d'être dissidentes, parce que c'était la seule voie alternative à ce que disait la Pravda, les Izvestia, ou je ne sais plus comment s'appelait le journal de RDA. Et si l'on va par là, il faut quand même se poser la question de l'efficacité. Bien sûr, Radio Sputnik est une radio de propagande, mais si vous allez par là, Al Jazeera, et Al Jazeera en anglais, c'est pas trop hostile aux intérêts de l'émir du Qatar. Est-ce que vous êtes vraiment impressionné par Al Jazeera en anglais? On peut poser la question. Alors, cet effet de prolifération comme ça d'une contre-information concurrente va donner lieu à toutes sortes de méthodes de lutte ou de reprise de contrôle. Alors, on va essayer d'en voir 4. Disqualifier la source. Alors, c'est du genre, Poutine essaie de déstabiliser les élections françaises, tout ça se fait au Kremlin. Réfutation du contenu, fact-checking, etc. Argument je dirais, du complotisme à l'envers, le complotisme des complotistes, c'est-à-dire l'idée que tout cela obéirait à un dessein caché. Et enfin, des techniques plus intéressantes que j'appelle de gestion de l'attention, qui consiste à essayer d'amener les internautes, non pas à croire ou à ne pas croire, mais à voir ou ne pas voir. On va en parler. Alors, toutes ces méthodes ne sont pas nouvelles. Chaque fois qu'il y a propagande, il y a contre-propagande, et il y a souvent ce qu'on appelle la méta-propagande. Ce n'est pas une notion nouvelle, hein, ça existait déjà pendant la Seconde Guerre mondiale, qui consiste à dire que tout ce qui vient tous les documents qui viennent de la part adverse sont faux, falsifiés, et que ceux qui y croient sont victimes d'une propagande délibérée. Alors, 3 exemples très vite. À gauche pour vous, c'était au moment des émeutes au Tibet avant les Jeux Olympiques de Pékin. Moi, j'ai reçu ça dans mon mail. C'était accompagné d'un petit texte disant « Regardez, ce sont des soldats chinois qui se déguisent en bons Tibétains pour provoquer des désordres, pour pouvoir réprimer. » Vous savez, c'est comme les flics qui se déguisent en manifestants et qui balancent des cailloux sur la police, chose qui se passe partout, sauf en France, bien entendu. Bien. Donc là, la preuve que les Chinois se déguisent en bonzes. Oui, ce sont vraiment des Chinois qui se déguisent en bonzes, mais en réalité, c'était pour tourner un film, genre Kunlun ou Le Petit Bouddha. Une autre photographie, c'est au moment de la seconde intifada. Le monde entier est bouleversé, vous vous en souvenez probablement, par cette image d'un père palestinien qui protège son enfant derrière un bloc de ciment, et puis d'un autre côté, il y a des soldats de Tsahal qui tirent, et le gamin va être touché par une balle et agoniser. Alors cette image va devenir extraordinairement populaire on va dire dans le monde arabe. Alors, les écoles en Palestine, on en fait des fresques murales, c'est imputé comme un crime de guerre israélien. Alors, petit détail, cette image a été produite par une équipe d'Antenne 2, dirigée par Charles Anderlin, qui a, je crois, je le connais personnellement, je pense que c'est un homme honorable, qui a la double nationalité française et israélienne. Donc ce n'est pas une vidéo de propagande de l'OLP. Hein. Eh bien, cette vidéo sera contestée, on verra circuler des textes et même un livre disant « Ouais, mais si vous regardez l'angle, le soleil, ce n'était pas possible, le vent, les balles n'auraient pas pu porter là, tout ça est truqué, c'est du cinéma. » Alors là encore, je me sens tranquille pour dire que ces images ne sont pas truquées. Premièrement parce que je connais personnellement Charles Anderlin et je pense que c'est un homme honorable, mais surtout parce qu'un tribunal français en a jugé et a dit que ces images n'étaient pas truquées. Donc c'est une vérité judiciaire dont je parle. Pour l'autre exemple, c'est évidemment le 11 septembre. Tout est totalement truqué. Alors après ce discours de réfutation
nos adversaires s'appuient sur des ragots, des rumeurs qui circulent sur Internet, ou alors c'est la fachosphère appuyée par Moscou, etc., etc., vont se développer d'autres techniques qui vont s'appuyer moins sur le discours, ce qui disent est faux, je vous le démontre, que sur des techniques informatiques. Google en particulier a développé beaucoup de techniques à travers ce qu'on peut appeler son think tank, Google Ideas. Hein. Google a, comment dirais-je, une orientation géopolitique très nette et intervenue contre la Chine, par exemple, plusieurs fois. Et Google a créé Jigsaw, qui est je ne sais pas si on peut appeler ça un logiciel, enfin un dispositif informatique qui, lorsque vous cherchez sur Google, est destiné à vous empêcher de tomber sur des discours de haine ou sur des discours djihadistes. Et ça marche. L'autre jour, j'étais à Québec pour une réunion de l'UNESCO sur radicalisation et digital, enfin numérique. Et c'était sur 2 jours et tout le monde disait les malheureux se radicalisent, se djihadisent en tombant par hasard sur des vidéos de propagande qui leur lavent le cerveau, etc. J'ai fait une démonstration le soir à mon hôtel. J'ai passé la soirée à chercher sur Google France, Google Canada, en anglais, en français, et j'ai passé la soirée à dire je voudrais faire le djihad, je voudrais rejoindre mes amis en Syrie, comment je puisse entrer en contact avec l'État islamique. Et toute la soirée, je n'ai eu que des vidéos, que des sites de contre-radicalisation, anti-djihadistes, etc. Ce qui n'aurait certainement pas été vrai il y a 2 ans. Bon, on pourra discuter pourquoi. Donc ces trucs marchent. Alors ils marchent relativement. Parce que si le naïf qui tape comme ça a peu de chance de tomber sur un barbu qui lui explique qu'il faut venger le colonialisme en égorgeant des gens, j'ai dans cette tablette plusieurs vidéos et quelques dizaines de revues en PDF d'Al-Qaïda, de Daesh en français, en anglais, en russe, en turc, etc. Je me les suis donc procurés quelque part, ce qui veut dire que, alors évidemment, je pense que vous ne me soupçonnez pas d'être de l'État islamique, mais donc bon, dès que vous avez des copains, par exemple l'unité centrale de lutte antiterroriste, ou ce genre de choses, vous apprenez très vite les astuces pour contourner, je vous les donnerai pas bien sûr, pour contourner ces dispositifs, et on peut s'y procurer, ce qui veut dire que derrière le réseau virtuel, il y a forcément un réseau humain. Et on l'a vu dans une étude qu'on vient de faire, qui est publiée sur le site de la Maison des sciences de l'homme, on s'aperçoit toujours, moi je ne crois pas au mythe du malheureux un peu niais qui, tombant par hasard sur son écran sur des vidéos de djihadistes, paf, se radicalise en s'imprégnant de mauvaises idées. Il y a toujours un rapport humain, un mentor, un grand frère, un copain, etc., qui intervient là-dedans, ne serait-ce que pour lui dire comment trouver les vidéos. Alors, l'obsession du fake a pris des proportions extrêmement importantes pour la dernière élection américaine, où, alors vraiment, on a eu 2 Amériques. Hein. Vous avez une Amérique des médias mainstream qui soutenait officiellement, c'est l'endorsement des journaux, qui soutenait officiellement Clinton, et sur les réseaux sociaux, circulant en boucle, je ne vais pas dire des trucs que tout le monde a lu, ces histoires que le pape soutenait Trump, qu'il y avait des pizzerias pédophiles liées au Parti démocrate, enfin, des trucs qu'un enfant de 4 ans ne devrait pas croire normalement, mais qui ont énormément circulé, en particulier évidemment dans des milieux trumpistes, appelons-les comme ça, en rupture totale avec les médias officiels qui pour eux sont la voie, sont vendus aux démocrates, aux puissances d'argent, aux mondialistes, etc. Donc là, alors, il commence, les premières études en sciences humaines faites par des universités américaines commencent à sortir, et on s'aperçoit d'ailleurs que oui,
dans les mêmes milieux, on a fait circuler des centaines de milliers de fois ces fausses nouvelles, mais en même temps, les mêmes gens étaient soumis à une campagne officielle faite par des professionnels et qui touchait sur la télévision des millions de gens. Donc ça nous renvoie à cette question de la crédibilité. Par ailleurs, autre facteur, vérifions les vérificateurs. Quelles sont leurs options idéologiques? Je vous laisse conclure, c'est votre mot de conclusion. Et on peut avoir aussi bien une version acrimène qui verra partout une falsification impérialiste qu'une version, disons, d'extrême droite comme Polémia qui verra partout les mondialistes. Et le Décodex du Monde semble penser que la déformation est systématiquement anti-Macron. Donc là, on rentre dans une phase où vont intervenir de plus en plus des dispositifs de ce genre. Alors, vérifier, prouver le faux, bien sûr. On peut techniquement prouver le faux. Il y a des méthodes, il y a plein de sites qui vous les enseignent. Moi-même, avec l'Observatoire géostratégique de l'information, on avait publié une brochure il y a quelques années là-dessus, comment vérifier sur Google Images l'origine d'une photo qui vous est présentée, prise à telle époque. Le seul problème est que, ça prend un temps monstrueux, donc il y a un paradoxe. Plus nous sommes dans la surinformation, plus s'informer réellement coûte et demande d'efforts, et je dirais presque d'ascétisme, plus on est soumis à la tentation de se croire à ce qu'on veut croire et dont on trouvera facilement confirmation. Et le deuxième problème, il est, alors vraiment, si vous voyez qui va vers les médias mainstream et qui va vers les réseaux sociaux et les fausses nouvelles, là, on a vraiment une rupture sociologique, France centrale, France périphérique, je dirais élite et plèbe, qui est très nette. Et il faut se méfier de ça parce que, bon, nous sommes tous censés être des bac plus quelque chose, et être dans ce monde du cercle de la raison. Mais nous ne réalisons pas probablement combien il y a une crise sur deux facteurs importants de la formation de l'opinion qui sont l'attention et la confiance. Ce sont deux ressources que produit le cerveau humain en quantité limitée et dont le contrôle semble échapper. Voilà, j'étais un peu long, mais on pourrait passer aux questions. Merci. Alors, même chose que tout à l'heure. On va passer à quelques questions. Et dans le même temps, je vais proposer aux intervenants de la table ronde, pour ne pas perdre trop de temps, puisqu'on a un petit peu dépassé le timing, de s'installer donc sur les fauteuils. Voilà, alors si vous avez des questions dès maintenant à émettre à François-Bernard Huyghe, oui, au fond. Merci de vous présenter, ça nous permet de savoir d'où vient cette question. Et puis je vous rappelle, la captation, il y a une captation vidéo, donc parlez bien dans le micro. Voilà. Ça marche, bonjour. David Cazé, je suis animateur jeune sur l'agglo grenobloise. Et je voulais savoir, en fait, pour décoller ces informations, vous dites donc que ça prend énormément de temps. Donc c'est passé rapidement derrière vous sur l'écran. J'ai vu Décodex, et je voulais savoir si c'était un outil qu'on peut utiliser dans ce sens-là. Alors, Décodex. Alors, on va... Est-ce qu'il y a d'autres questions tout de suite? Sinon, l'idée, c'était de recueillir 3 questions et de pouvoir y répondre de façon synthétique et globale. Voilà. Mais sinon, ça y est, oui, il y a une question. Bonjour, Emmanuel Camp, je suis enseignant, je rebondis. Alors, l'outil Décodex, moi, je le connais un petit peu, mais vous avez eu tout un discours qui était destiné à analyser les ressorts de la perte de confiance dans l'information et dans le travail et l'économie de la désinformation qui avait lieu. J'aurais envie de vous poser un petit peu la question, comment sortir du discours d'analyse de la perte de confiance pour pouvoir construire un discours de reconstruction de la confiance dans une information qu'on doit pouvoir quelque part retrouver. On en prend une autre alors, je peux déjà... Alors,
sur des codex, il faut voir ce qu'est des codex. Des codex ne fait pas la même chose que Pinocchio, les décodeurs, etc. Et des tas de rubriques dans des journaux qui disent « un homme politique a dit ça, on a été voir les sources, c'est pas vrai ». Ça, c'est un processus parfaitement honorable. Moi-même, je l'avais pratiqué à propos de la guerre d'Irak. On me dit ça, on me dit que cette photo, je viens de vous voir cette photo, on me dit que tel truc a augmenté de 33%. Quelle est votre source? Ça, j'ai absolument rien à dire contre ça. Le problème est que des codex, qui quand même dépend, outre quelques grands du net, du Monde, qui est lui-même un média, a créé avec Chrome une sorte je ne sais pas quel terme existe, une extension qui, lorsque vous naviguez sur un site, va vous donner un signal d'alarme. C'est-à-dire qu'on n'agit pas par argumentation contre argumentation rhétorique, ce que vous dites est faux, je vous le prouve, à vous de revenir. On vous dit, c'est un peu le ministère de la vérité quand même. Moi j'ai un petit problème démocratique avec ça. Hein, voilà. Je me suis engueulé avec quelqu'un des codex dans une conférence il y a 3 jours. J'ai un petit problème avec le fait qu'on s'introduit dans le mécanisme de votre requête en disant regarde pas, et qu'un média classifie les autres médias. On pourrait se poser la même question sur la façon dont les grands du net, alors Facebook, Google, même Apple vont s'y mettre, tentent de créer des dispositifs qui, j'insiste là-dessus, ne disent pas c'est vrai, c'est faux, voici pourquoi, mais vous disent ne regarde pas là. Bon, voilà. Alors l'autre question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Bon Dieu, si j'avais la réponse, je réclamerais immédiatement le prix Nobel. Bon, alors il y a toutes sortes de documents sur la vérification des nouvelles, etc. Là, reconstruire la confiance, c'est vrai qu'on paie un peu le prix de l'époque où des mensonges sur les armes de destruction massive ou des choses comme ça ont été diffusés par les médias de Mars. Et on a un peu la lutte de deux confiances. Confiance, disons, dans les grands médias et dans le système, ou confiance dans les réseaux sociaux, les gens qui sont comme vous et qui vous filent des bons tuyaux. Et de temps en temps, évidemment, très souvent même, ces tuyaux sont pourris et faux. La seule méthode que je vois, c'est faites la vérification vous-même, regardez, comparez, prenez plusieurs sources. Mais c'est vrai qu'il y a un truc qui est vraiment horrible, c'est qu'on ne peut plus se consoler en se disant si les médias reflètent l'hégémonie idéologique, etc. Je peux me tourner vers les réseaux sociaux qui viennent du peuple, représentent l'intelligence collective, etc. Non, aucun des deux systèmes de confiance n'est garanti à 100%. Oui, il va falloir devenir autonome, devenir des grands et aller chercher son information. Voilà. Merci.